L'ordre du jour appelle la question orale de Madame Marie-Thérèse Bruguière à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Et la parole est à Monsieur René-Paul Savary, en remplacement de Madame Bruguière. Oui, avec bien sûr toutes les excuses de Madame Bruguière, retenue pour convalescence suite à une intervention chirurgicale, mais tout se passe bien. Soyez, mes chers collègues, rassurés. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, dans le contexte de la discussion sur la refondation de l'école, la question concerne l'enseignement de la langue des signes pour les enfants sourds. Après Étienne Defaille, en 1710, premier professeur sourd à enseigner en langue des signes, c'est l'abbé de l'Épée qui ouvre en 1760 la première école destinée aux jeunes sourds à Paris. Il instaure une véritable éducation en langue des signes en démontrant par là même l'importance de constituer des groupes d'enfants sourds pour le développement du langage de ces 10 enfants. Pour la première fois, on reconnaît que les gestes peuvent exprimer la pensée humaine autant qu'une langue orale. La langue des signes va s'imposer progressivement. Son essor et l'accès à l'enseignement permettent alors aux sourds d'exercer de vrais métiers et de se regrouper en associations. La langue des signes est axée sur l'appréhension visuelle et gestuelle du monde. Les enfants sourds perçoivent avec leurs yeux, parlent avec leurs mains, et cela avec autant de richesse et de facilité que le font les enfants entendants s'exprimant dans une langue vocale. Bien que la plupart des travaux linguistiques, sociologiques et psychologiques démontrent la nécessité pour l'enfant d'accéder le plus tôt possible à cette langue, la quasi-totalité des enfants sourds ne peut toujours pas découvrir, alors même qu'a été très largement prouvé combien la pratique précoce de la langue des signes favorisait le désir d'aller vers d'autres formes langagières orales ou écrites. La langue des signes française est parfois présente dans les lieux d'éducation ou de rééducation, mais le plus généralement de manière très réduite. Certaines associations déplorent aussi l'orientation éducative actuelle, visant à détruire les groupes d'enfants sourds en les plaçant seuls en intégration dans leur école de quartier. Cela conduit à la fois à isoler ces enfants d'une relation enrichissante avec leur père et à ôter par là même la vitalité de la langue des signes française. Les spécialistes s'accordent pourtant pour dire que si l'on veut que les enfants sourds accèdent au français écrit dans toute sa richesse littéraire, il est indispensable de constituer des groupes d'enfants signeurs parlant une langue des signes de grande qualité. Et en dépit de la législation existante, le constat est aujourd'hui encore dramatique. Seulement 5% des jeunes sourds ont accès à un dispositif d'enseignement. Or, la législation française favorisant l'enseignement par l'éducation nationale de cette langue existe, mais souffre d'un manque d'application déjà depuis un certain temps. Alors, Monsieur le ministre, au-delà des discours, la législation actuelle en matière de libre choix de communication se révèle donc dans les faits inégalitaire et discriminatoire, puisque ne mettant pas en place les véritables conditions d'accès à cette langue pour les familles et pour les enfants sourds eux-mêmes. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer, à Marie-Thérèse Bruguière et à moi-même, quels sont les projets du gouvernement sur l'enseignement de la langue des signes pour tous les enfants sourds et au-delà pour les parents, afin que ceux qui le souhaitent puissent recevoir gratuitement une formation en langue des signes française, et enfin pour que les enseignants sourds bénéficient d'un véritable statut d'enseignant correspondant à leurs compétences. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur Savary, d'abord, je vous demanderai de bien vouloir transmettre à Madame la sénatrice Bruguière tous mes voeux de prompt rétablissement. Sur la question que vous évoquez, et avant d'en venir aux éléments précis, je voudrais vous assurer de la conviction et de l'engagement qui sont les miens sur ces questions qui concernent l'école inclusive. Il y a, je l'entendais récemment, les diseux et les faiseux. En l'espace d'un an, vous le savez, la priorité à l'école inclusive a été fortement affirmée, ou je dirais réaffirmée, car si même dans la loi de refondation à laquelle vous avez participé activement lors des débats, nous avons pour la première fois affirmé l'école inclusive, je reconnais que l'idée en a été lancée par François Fillon en 2005.
À partir de 2010, notre pays, et je le redis, n'a pas consacré à ce projet d'une grande ampleur les moyens nécessaires, et après quelques années d'efforts, a même détérioré fortement la situation. C'est pour cela que, dès notre arrivée au gouvernement, dans ce qui a été appelé le plan d'urgence de la rentrée 2012, j'ai souhaité, le Président de la République et le Premier ministre ont accordé, la création en urgence de 1 500 auxiliaires de vie scolaire pour l'aide individuelle et 2 300 auxiliaires de vie scolaire pour l'aide mutualisée. Vous savez que le 16 octobre dernier, avec d'ailleurs des impulsions fortes venues des chambres et en particulier du Sénat, Mme Georges-Paul Angevin, ministre déléguée à la réussite éducative auprès de moi, et Mme Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, ont installé sur ces questions de pérennisation et de formation des emplois, c'est une question majeure, d'auxiliaires de vie scolaire, un groupe de travail dans la suite du rapport de Mme Comitès, et que nous cheminons, vous le savez, vers une CDIsation de ces personnels qui était tellement attendue depuis tant d'années. Vous savez aussi que pour la rentrée, j'ai obtenu 10 000 contrats aidés qui, pour la première fois, vont être des contrats sur plusieurs années et vont être accompagnés, ce qui a toujours été un problème majeur pour les uns et pour les autres, d'une véritable formation pour accompagner les enfants en situation de handicap. Vous savez aussi que dans les cadres des écoles supérieures du professorat et de l'éducation que nous créons pour la rentrée, j'ai demandé, ça n'a pas été d'ailleurs le plus simple, qu'un module de formation soit proposé à tous les enseignants et tous les personnels de l'éducation nationale qui intégreront ces écoles sur la prise en charge des enfants en situation de handicap dans leur classe. Notre et ma détermination est entière sur ce sujet parce que je considère que c'est vraiment le sujet où on voit la différence entre les paroles et les actes, et où un pays comme le nôtre peut s'honorer, j'espère dans le consensus national, de progrès et de prise en charge de ceux qui ont besoin d'être intégrés et avoir accès dans notre République à l'école. Dans le rapport annexé, suite aux propositions du Sénat, et en particulier relayées, vous en souvenez sans doute, par la sénatrice Dominique Gillot, nous avons modifié nos éléments juridiques et nous avons précisé que les élèves sourds auront accès à un parcours scolaire en communication bilingue, enseignement en langue des signes et langue française, ou en communication en langue française, enseignement en français oral avec langage parlé complété et français écrit. Pour cela, des dispositifs adaptés à cette scolarisation seront développés par le regroupement des élèves dans une même classe, ce qui répond à une partie de votre question et de votre interpellation, ou la mutualisation des moyens nécessaires dans un même établissement à l'échelle académique. La logique n'est donc pas d'isoler ces élèves, mais au contraire de les regrouper et de leur donner les moyens. Nous avons aujourd'hui 6 000 à 7 000 élèves qui présentent des troubles de l'audition. Des pôles pour l'accompagnement à la scolarisation des jeunes sourds, que nous appelons dans le vocabulaire PASS, ont été créés en 2010 pour permettre à tous ces élèves, quel que soit le mode de communication choisi par leur famille, c'est les familles évidemment qui déterminent ce mode de communication, de suivre un enseignement au plus près possible, c'est souvent la question, d'une scolarisation ordinaire, sans se focaliser sur la seule langue des signes française. Les PASS ont pour vocation de donner à chaque élève la possibilité de choisir son mode de communication sans qu'il y ait de hiérarchie entre l'ALSF et ce qu'on appelle le langage parlé complété. Ces pôles sont actuellement, monsieur le sénateur, madame la sénatrice, au nombre de 32 et ils sont articulés autour d'un réseau de personnes ressources constitué de médiateurs pédagogiques qui sont choisis parmi les professeurs du premier ou du second degré. Dans un rapport rendu en juillet 2012 et que j'ai rendu public comme tous les rapports de l'Inspection générale, l'Inspection générale de l'éducation nationale a quand même mis l'accent sur les difficultés réelles liées à la mise en œuvre de ces dispositifs, et en particulier sur un problème qui nous fait souci, qui est, que vous avez abordé, la mise en place de la ressource enseignante capable de proposer ces modes de communication. J'ai donc souhaité, c'est la première limite à laquelle nous nous heurtons aujourd'hui, j'ai donc souhaité que nous puissions contourner cette difficulté structurelle en étant capables de mobiliser, et j'ai demandé aux services académiques d'agir dans cette direction, les professionnels et les associations de parents sourds pour qu'on puisse mobiliser toutes les compétences et pouvoir, comme vous l'avez souhaité à un moment, les reconnaître, seuls capables d'ailleurs, parents, associations, de déterminer pour leurs enfants quelles sont les meilleures conditions de scolarisation. J'encourage donc nettement toutes les académies à mutualiser aussi les moyens à leur disposition
afin de prendre en charge le plus efficacement ces élèves. C'est devant nous un travail de longue haleine, car on a beaucoup d'étapes à franchir. Elles sont d'ordre culturel, elles sont d'ordre matériel, elles sont d'ordre de la formation, mais croyez que notre détermination est entière et nous avons déjà été accompagnés par le Sénat dans les premiers progrès et nous sommes heureux de poursuivre avec vous cette lutte qui est importante. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le docteur Savary. Oui, merci, Monsieur le ministre, pour la précision de votre réponse en deuxième partie de votre intervention, car en première partie, vous avez rappelé et fait la promotion de votre loi sur la refondation, ce que je comprends bien volontiers. Effectivement, il y a depuis 1991 des lois qui permettaient véritablement, semble-t-il, de prendre en compte ce problème. Et en 2005, la loi sur le handicap a permis effectivement de donner des améliorations avec un traitement bien spécifique pour les handicaps sensoriels, puisque c'est une prestation de compensation forfaitaire pour ces personnes en situation de surdité, et qu'il y a là un moyen de faire peut-être avancer les choses. Il n'empêche qu'il semblerait que dès 1998, un rapport sur le droit des sourds ait montré qu'il y avait encore un illettrisme très important parmi ces personnes sourdes. C'est la raison pour laquelle il faut véritablement s'atteler à ce problème, et j'ai cru comprendre votre détermination à travers de votre réponse, et au nom de Madame Bruguière, je vous en remercie.